Donc, quand nous avons reçu le manuscrit de Marie-Josée Del Vulgo, nous avons été tout de suite intéressés. D'abord, bien sûr, parce que nous connaissions nombre de ses travaux antérieurs, qu'il s'agisse de livres ou d'articles, mais ensuite, parce que nous l'avons lu, ce manuscrit, comme un remarquable travail de réflexion sur un sujet, la santé, que le Covid a placé au premier rang des préoccupations, mais nous l'avons vu aussi comme donc comme un travail de réflexion, mais aussi d'alerte. Je ne vais pas dire que Marie-Josée est une lanceuse d'alerte, mais c'est quand même un travail d'alerte, et le titre est tout à fait explicite de ce point de vue-là, puisqu'il est même alarmiste en quelque sorte. C'est le soin menacé, chronique d'une catastrophe humanitaire annoncée. Alors, sur quoi porte cette alerte? Alors, pour Marie-Josée, je la cite, le soin est disqualifié, il est méprisé dans notre société. Pourtant, pour elle, ne pas prendre soin de soi-même et des autres a des conséquences. C'est un manquement à la démocratie. Cela a des conséquences sociales aussi, car prendre garde aux soins, c'est aussi donner l'espoir à chacun de pouvoir compter, le cas échéant, sur la solidarité des autres. Et enfin, des conséquences psychologiques. Mais je vais laisser le soin, c'est le cas de le dire, à Marie-Josée de développer cela, qui est au cœur de son livre. Avec toutefois une dernière et brève remarque. Cela fait plus de 10 ans maintenant que Martine Aubry, à l'époque secrétaire national du Parti socialiste, bousculait ses camarades en plaidant pour une société du care, une société du soin mutuel. Mal lui en a pris. Euh, la droite, évidemment, lui, est montée au créneau en dénonçant un supposé triomphe des bons sentiments, dont cette notion serait porteuse, mais une partie de la gauche n'a pas été en reste. Manuel Valls, par exemple, a dénoncé la société du soin, car, selon lui, elle serait enracinée, en tout cas selon ceux qui ont rédigé son article, si ce n'est pas selon lui, à la conception féministe différentialiste américaine. Rien de moins. Rien, rien de moins. Puis le CARE on est allé dans le débat politique, on en a parlé beaucoup moins, tout doucement, d'où ma question, et je m'arrête là, c'est qu'est-ce qui vous a conduite, moi José, à remettre en quelque sorte l'ouvrage sur le métier et, et donc à reparler à partir de votre propre approche de la question du soin. Merci beaucoup, Louis. Oui, en effet, je vais vous dire un petit peu comment j'en suis venue à cette question du soin, puisque enfin, dans le livre, ce n'est pas l'objet essentiel, bien sûr. Donc là, j'en profite, parce que puisque j'ai fait déjà une petite présentation vidéo sur la chaîne YouTube du Croquant, donc là, on a un peu l'objet du livre, les différentes parties expliquées, etc. Donc, bon, d'abord, je voudrais remercier Louis et les éditions du Croquant, bien sûr, d'avoir accueilli aussi de cette manière mon livre, et ça me fait vraiment plaisir, bien sûr. Je remercie tous les invités qui sont là, les nombreux participants, nombreux inscrits, merci d'être là ce 26 août. Et puis, Catherine aussi, merci. Donc, pour ce livre, je ne me suis rien interdit, mais je ne suis pas pour autant tout permis. Rien interdit, je dirais, de tout ce qui n'est pas académiquement, scientifiquement acceptable. Donc, effectivement, je fais appel à de très nombreux récits qui n'ont pas bonne presse, forcément, dans la science que l'on connaît, en tous les cas, au moins en médecine. J'ai fait appel à des souvenirs d'enfance, des lectures d'enfance, et ma subjectivité, je l'assume et je m'en réclame, est fortement engagée.
Alors, j'ai dit rien, je ne me suis rien interdit, mais je ne me suis pas pour autant tout permis. C'est-à-dire que je me suis imposé des limites. Celle tout d'abord d'une certaine rigueur méthodologique, notamment dans les entretiens rapportés dans le livre, puisque la méthode pour ces entretiens est celle de la psychanalyse, et plus spécifiquement celle de l'instant de dire, qui ont fait l'objet de mes deux premiers ouvrages, donc L'instant de dire et La douleur du malade. Alors, pas tout permis dans le sens aussi où je ne me suis pas aventurée au-delà de certaines limites dans des chemins que je ne maîtrisais pas ou que je connaissais très peu. Donc, je veux dire, par exemple, là, Louis a beaucoup évoqué le CARE. Bon, je ne suis pas du tout une spécialiste du CARE. Bon, je l'évoque par certaines lectures, bien entendu, mais c'était indispensable en parlant du soin. Et les études féministes aussi, qui sont énormes. Et je ne me suis pas lancée dans tout un travail de reprendre tout ça. Hein, c'est tellement énorme. Mais je fais référence à Michel Rio-Sarcé, par exemple, ou d'autres auteurs que je trouve tout à fait pertinents et intéressants. Alors, la sociologie aussi, je l'aborde bien sûr très superficiellement. Et je suis contente que Frédéric soit là pour nous éclairer un peu plus. Donc, je ne suis pas spécialiste de ces vastes champs d'études et de pratiques. Et en fait, si quand même je les ai inclus dans mon travail, c'est parce que eh bien, c'est toujours sur le mode de l'interpellation, c'est-à-dire qu'est-ce qui m'a interpellé dans ces travaux, qu'est-ce qui m'a intéressé. J'espère que ce n'est pas celui de l'opinion, enfin vraiment. J'essaie de m'en tenir à distance de cette opinion un peu facile. Donc, voilà, donc ça, c'est ce que je voulais dire. Alors, dans cette très courte présentation, hein, je voudrais dire aussi une chose qui n'est pas du tout évidente pour tous, par rapport aussi à la question posée par Louis Weber, c'est que si le soin est très banal, d'une immense banalité, eh bien, pour moi, il ne l'est pas du tout, du tout, du tout. Alors, je m'explique. J'ai mis beaucoup de temps pour assumer et m'autoriser à donner aux soins une valeur centrale dans mon travail. Le soin, la médecine, n'était absolument pas mes premiers choix professionnels de lycéenne. Et quand j'ai commencé mes études de médecine, c'est la recherche et l'enseignement de la physiologie qui m'intéressaient. Ce n'était pas les pratiques du soin. En terminale, influencée par Claude Bernard et son introduction à la médecine expérimentale, bon, médecine du 19e siècle, hein, je le reconnais, mais bon, j'ai toujours suivi mes intérêts. Ce qui m'intéressait, bon, la carrière, ce n'était pas mon but, loin de là. Donc, j'ai fait selon mes intérêts, bon, pas forcément très pertinent de ce point de vue. Alors, j'avais lu et étudié en terminale Introduction à la médecine expérimentale et aussi dans un contexte familial, je dois le dire, adolescente, où le cancer avait durement frappé par 2 fois, dans ma famille. Donc, mon travail à l'hôpital, donc j'ai fait ma première année de médecine, bien sûr, je suis rentrée en médecine, comme on dit. Ma première année de médecine, eh bien, très rapidement, je me suis orientée dans un champ qui n'était pas à proprement parler celui du soin. Et j'ai un peu, je dirais, encore plus, je suis encore plus tenue à distance du soin tel qu'on l'entend au sens commun, je veux dire. Eh bien, à partir des années 90, j'ai orienté ma pratique et mes recherches, j'ai complètement réorienté tout ça. Hein. Je faisais de la physiologie, des travaux expérimentaux, bon, je dois le dire, animal, sur l'animal, etc. Bon, des choses vraiment très d'époque très, très classiques. Et à ce moment-là, j'ai orienté ma pratique et mes recherches dans le champ de la psychanalyse. Et là encore, le soin ne pouvait qu'être éloigné de mes préoccupations immédiates, puisque la psychanalyse, par sa méthode et sa théorie, n'est pas non plus, à proprement parler, une pratique du soin au sens d'une pensée médicalisante, au sens où l'entend la médecine notamment. Et la psychanalyse assure en effet, bon, très vite, hein, je vous dis, assure une promotion du symptôme, elle ne fait pas taire, elle ne le fait pas taire le symptôme, hein, et comme on dit en psychanalyse, selon Lacan, enfin, l'enseignement de Lacan, la guérison vient de surcroît. Donc, moi, finalement, à partir des années 90, quand je me suis orientée dans la psychanalyse, eh bien, dans le champ de la psychanalyse, pour moi, c'était parfait. J'étais en quelque sorte comme un poisson dans l'eau, du fait d'une certaine incrédulité à l'égard du soin.
à cause de notamment bon, ce que j'ai dit de l'expérience du cancer dans la famille, voire d'une ambivalence donc, à l'égard du soin. Et cela associé à un goût prononcé pour la recherche. Donc voilà, j'en étais là. Or, malgré tout cela, j'ai bien dû admettre dans ces années 2000 que le soin était menacé, en effet. Donc, ça a été une longue prise de conscience, compte tenu de mes pratiques, dans tous les cas, pas pour d'autres, hein, bien sûr. Et ce ne fut pas tant, d'ailleurs, à l'occasion des rencontres avec les patients que j'ai dû me résoudre à ce constat, mais dans ma confrontation à l'expérience des soignants, médecins compris, qui étaient de moins en moins soignants, de plus en plus techniciens, de plus en plus managers, de plus en plus centrés sur les questions économiques, de rentabilité financière, bref, de plus en plus fragmentés, taylorisés dans leur pratique. Et c'est toujours dans un esprit de recherche que j'ai abordé les questions sur ce qui m'interpellait aussi dans ma pratique, etc., ce que j'ai déjà expliqué. Alors aujourd'hui, pour terminer rapidement cette brève présentation, je voudrais parler de deux romans que j'ai lus, relus, qui vous donneront un peu ma conception de cette menace du soin, sur le soin. J'ai lu cet été L'aveuglement de José Saramago, roman qui serait censé, selon certains, moi je n'ai pas tant aimé que ça, donc rendre compte de ce que nous vivons aujourd'hui avec le Covid. Mieux rendre compte que La peste de Camus. Donc, je n'ai pas franchement aimé. J'ai trouvé que cette œuvre était trop violente à mon goût. Elle serait censée décrire le monde déshumanisé de notre époque, et cela, elle le fait très bien. Et donc, ce monde déshumanisé qui serait amplifié, non pas par tout ce qui nous accable d'un point de vue économique, écologique et autres catastrophes, mais par la perte brutale dans la population d'un sens, la perte de la vue, une épidémie de cécité. Cette perte brutale, perte de sens en somme, d'un des repères essentiels de l'homme, donne dans ce roman libre cours à la barbarie. Alors après ce roman, je me suis dit, je vais relire La peste, qui a été écrit 50 ans plus tôt. Et en même temps, j'ai entendu une émission sur France Culture qui disait que dans La peste, il n'y avait pas de femmes. Alors, dans La peste, il y a l'idéal féminin qui est présenté par Tarrou, qui est le narrateur bis de La peste. Et voilà ce qu'il dit à propos de la mère du docteur Rieux. Ma mère était ainsi. J'aimais en elle le même effacement. C'est elle que j'ai toujours voulu rejoindre. Il y a 8 ans, je ne veux pas dire qu'elle soit morte. Elle s'est seulement effacée, un peu plus que d'habitude. Et quand je me suis retournée, elle n'était plus là. C'est une belle manière, à mon avis, de dire comment le soin est effacé et s'en va petit à petit. C'est une manière douce, bien sûr, pas violente, comme je la présente dans mon livre. Et l'effacement est idéalisé dans les propos de Camus. Et là, c'est le piège absolu, à mon sens. Les femmes sont en arrière-plan dans l'œuvre de Camus, dans La peste. La femme aimée que veut rejoindre Rambert, la femme de Rieux qui disparaît parce que malade juste avant la peste et qui meurt en même temps que Tarrou. Donc Camus, qui n'est en rien un réactionnaire, bien au contraire, c'est un véritable humaniste, un grand humaniste, et pourtant, sa vision de la femme, mais moi que je considère comme vision du soin, eh bien, est pour le moins problématique. Alors mon propos, eh bien, dans le livre, n'est pas féministe du tout. Y aurait-il eu des femmes? En aurait-il été autrement dans La peste? Non. Tel n'a pas été d'ailleurs le choix de Saramago, qui donne le rôle de celle qui conserve la vue et qui guide son petit groupe d'aveugles, sa famille, pourrait-on dire, à une femme, une épouse. Elle est d'ailleurs nommée tout au long du livre la femme du docteur. D'où lui vient ce miracle? Nul ne le sait. Volonté divine de l'épargner, elle, de ce châtiment corporel, l'aveuglement qui est une forme de torture. Est-ce que c'est un hasard? Et je termine donc mon propos, j'espère ne pas avoir trop dépassé, avec la question de la confiance qui manque dans les relations telles que nous les vivons aujourd'hui et dans ce problème du soin, cette difficulté du soin et cette menace de disparition. Eh bien, il y a une phrase sur la confiance, je crois que Roland l'a déjà citée quelque part. Il dit la chose suivante, Camus, il fait dire la chose suivante au narrateur, au docteur Rieux, à propos des masques. C'est intéressant. Le journaliste demanda si cela servait à quelque chose, le masque de gaz hydrophile. Et Tarrou répondit que non, mais que cela donnait confiance aux autres.
pas de réanimation dans la peste. On est à l'échelle humaine de la médecine et de la santé. Même les statistiques dans la peste ont un côté humain. Bon, voilà, je vous remercie. J'ai fait Merci. au plus simple. Merci, Marie-Josée, pour cette présentation. Alors, je rappelle pour les participants que vous n'avez pas la possibilité d'intervenir directement, mais en cochant converser et ou QR, questions-réponses, vous pouvez poser des questions ou donner un point de vue. Faites bien attention à adresser votre message non seulement au conférencier, ce qui est marqué par défaut, mais cliquez sur conférencier et participants. Par ailleurs, les autres panélistes vont intervenir dans l'ordre suivant. Alors d'abord, Delphine Glachot, qui est psychanalyste, elle dira autre chose si elle le juge utile. Stéphane Chédry, même chose, avec un volet militant affirmé, puisque c'est un des initiateurs de l'appel des appels. Ensuite, Frédéric Pierru, qui est, selon les sujets, sociologue et ou politiste, il le précisera lui-même, peut-être qu'il est les deux après tout. Et puis Roland Gori, qui lui aussi est d'abord psychanalyste, avant d'être auteur et ainsi de suite. Alors donc, à vous Delphine, s'il vous plaît, pour comme j'ai dit, 7, 8 minutes, 9 minutes, disons, mais pas plus, s'il vous plaît. Oui, ben, je vais essayer de tenir ce temps. Merci à Marie-Josée de m'avoir invitée à participer à ce webinaire et puis à pouvoir dire à quel point le soin est effectivement menacé. Alors, déjà, je rectifie mon nom, c'est Glachant, et je ne suis pas psychanalyste, je suis psychiatre, donc à exercice d'exercice public exclusif. Déjà, je voudrais réagir à ce que vous avez dit en introduction, Marie-Josée, c'est la question, quand est-ce qu'on apprend le soin, enfin, quand est-ce qu'on prend conscience de ça? Et il me semble que pendant les études de médecine, on n'apprend pas ce que c'est que le soin. Ça vient plus tard. Alors, pendant l'internat, ça commence et c'est après, quand on est vraiment, quand on a vraiment les mains dedans, qu'on prend conscience de ce que c'est. Donc, je vais vous parler effectivement de ma place de psychiatre qui exerce à l'hôpital public, de ma pratique quotidienne auprès de personnes en grande difficulté psychique et souffrant de psychose pour l'essentiel. Alors, j'ai particulièrement apprécié dans votre livre la question de l'invisibilité, parce que c'est une question cruciale en psychiatrie, et d'ailleurs particulièrement dans une unité d'hospitalisation. Si certains soins sont plus repérables, comme par exemple des entretiens avec les différents professionnels, les toilettes, les groupes, etc. D'autres soins sont beaucoup moins visibles. Il s'agit de tous les petits soins, les petits riens du quotidien qui sont constitués de simplement être avec l'autre et reconnaître son altérité. Tous ces petits riens, ce sont du soin relationnel en fait. C'est quand même notre outil de travail en psychiatrie. Et ça n'est absolument pas valorisé, ni par nos tutelles, puisque on a déjà le codage des actes et le codage de l'activité. Ces petits riens ne sont pas valorisés non plus par les soignants, qui ont de plus en plus intégré ces injonctions des tutelles ou ne peuvent pas faire autrement que de s'y soumettre. C'est aussi des mouvements défensifs pour les uns qui peuvent se réfugier dans des actes techniques et pour d'autres, ce sera simplement ne pas reconnaître ces petits riens, c'est parce qu'ils seront écrasés par les exigences hiérarchiques. Alors, vous parlez du coût du soin.
le soin est décrété non rentable, mais devrait-il l'être? En tout cas, pour moi, c'est une courte vue de penser que le soin doit avoir une rentabilité économique et de ne le considérer du coup que sous ses aspects les plus techniques et négliger le coût humain, que ce soit pour les patients et pour les professionnels ou pour les professionnels. Alors, vous parlez de menaces, mais pour moi, malheureusement, le constat est tel qu'on en est déjà à une phase de destruction avancée. On n'est plus dans la phase de menace. Vous parlez de prendre, j'ai bien aimé ça, prendre en compte la maladie plutôt que le malade. Ah, ça coupe. Effectivement, on est passé qui vont du biologique au somatique, au psychique et jusqu'au social, à un recentrage sur l'organe. Et d'ailleurs, vous donnez un certain nombre d'exemples de patients qui viennent pour un soin technique et finalement, en les écoutant, vous arrivez à accéder à bien d'autres choses de leur vie qui les font souffrir. Et finalement, le meilleur soin que vous donnez n'est-il pas celui-là dans ce temps d'écoute? En psychiatrie, le recentrage sur l'organe, ça nous amène à l'orientation telle qu'elle est souhaitée, comme dans les réformes à venir pour la psychiatrie, vers donc des thérapies biologiques, où certains vont jusqu'à prescrire des anti-inflammatoires pour certaines pathologies mentales. Un petit clin d'œil à Marion Leboyer de Fondamental, puisqu'elle fait beaucoup de travaux là-dessus. Mais c'est aussi l'orientation vers des thérapies cognitivo-comportementales où la remédiation cognitive et la psychoéducation seront centrales dans ces méthodes de soins. Finalement, en sous-bassement de tout ça, il s'agit de réadapter le plus vite possible le patient, l'amener le plus vite possible aussi dans un retour au travail, dans la chaîne de production, coûter le moins cher possible, à la fois pour les dépenses publiques et pour les entreprises. Alors, ces méthodes ont-elles des avantages? Alors, on nous dit qu'elles sont standardisables, quantifiables. Et d'ailleurs, on nous a beaucoup reproché et on nous reproche en psychiatrie d'avoir une offre de soins beaucoup trop hétérogène. On ne s'y retrouve pas, paraît-il. En tout cas, standardiser comme ça les soins va permettre de bien mettre en place la réforme du financement de la psychiatrie et notamment dans tous ces aspects de codage de l'activité. D'ailleurs, il y aura un item qui sera consacré à la qualité du codage. Entre la qualité du codage et le soin, on se demande qu'est-ce qu'on fait là. Vous abordez longuement les risques psychosociaux et c'est vrai qu'ils sont majeurs. Cette injonction à changer de modèle de soins a abouti à une perte totale de sens du travail pour les soignants. Il s'agit maintenant de s'asseoir sur sa créativité, de suivre des protocoles, de suivre des bonnes pratiques, donc des bonnes pratiques qui viennent d'en haut, hein, alors que la créativité fait appel à ce que chacun peut puiser en lui-même. Il s'agit de répondre à des grilles d'évaluation. Voilà, donc on est enfermé dans ces nouveaux modèles. Il s'agit d'objectiver le soin. Et tout ça, ça nous éloigne beaucoup du sujet. Objectiver, c'est aussi passer par les diagnostics. Et en psychiatrie, on sait à quel point les diagnostics enferment, mettent dans des cases, figent toute évolution, voilà, empêchent tout avenir. Donc, le sujet est finalement réduit à son cerveau,
à une somme de molécules. Et il faut faire avec ça. Vous parlez dans les suites des risques psychosociaux du burn-out. Donc, c'est ce concept né dans les services de soins aux toxicomanes dans les années 80. Finalement, a émergé parce que les soignants qui travaillaient dans ces services faisaient face à des demandes insatiables de ces patients qui ont une avidité orale digne d'un nourrisson. Et effectivement, ça dépassait leur possibilité de contenance psychique. Mais pour ne pas sombrer là-dedans, pour ne pas être à ce point débordé, pour être dans une capacité d'écoute de la demande, il faut du temps qu'on n'a plus. Il faut aussi être connecté au patient et, en préalable, être connecté à soi-même. Chose de plus en plus rare chez les jeunes professionnels. C'est-à-dire admettre que soi-même, on peut être un sujet souffrant, admettre qu'il y a de la continuité entre le sujet que l'on soigne et soi-même. Finalement, il faut remettre de la pensée au cœur de notre travail. De la pensée à la fois individuelle, où chacun devra, je ne sais pas s'il faut le dire comme ça, mais il est indispensable en tout cas que chacun aille puiser de la connaissance dans les sciences humaines. Et il est indispensable aussi, à mon avis, que chacun entreprenne un travail psychothérapeutique individuel pour pouvoir travailler en psychiatrie. Il s'agit aussi de remettre au travail une pensée collective ou de préserver une pensée collective, parce qu'il y a quand même des endroits où elle n'a pas disparu. Une pensée collective qui permettra, qui mettra au cœur des échanges l'analyse de ce qui se produit dans la relation avec le patient, l'analyse du transfert et de nos positions contre-transférentielles, réfléchir, se libérer de nos préjugés, se défaire de nos représentations qui sont très normées, et repérer aussi les zones d'installation de nos petits pouvoirs et travailler ça en permanence. Tout cela, c'est du soin. Et ça ne se code pas, ça ne se mesure pas, mais c'est indispensable. Ça n'a aucune rentabilité économique. Alors donc, c'est complètement balayé. Et pour moi, c'est un grand travail de résistance que de vouloir préserver cette réflexion. Parce que sur le terrain, c'est par là que nous pouvons trouver ou retrouver du sens à notre travail. Donc, comment s'en sortir ? Pour réhumaniser le soin, il faut réintroduire la pensée, ce qui permettra de réhumaniser à la fois celui qui donne le soin, qui est de plus en plus devenu un automate, et celui qui le reçoit. Alors, se reposer, enfin, vous abordez beaucoup le concept de bienveillance. Et j'ai un peu de mal avec ce terme. Pour moi, il ne suffit pas. Il y a peut-être trop de bien dans la bienveillance, je ne sais pas. En tout cas, pour moi, il n'est acceptable que si dans la bienveillance, on inclut aussi le fait qu'on puisse avoir des affects négatifs vis-à-vis du patient, voire qu'on puisse être maltraitant. Il s'agit d'être suffisamment bon. Excusez-moi Je termine. Oui. Oui, Là, il faut vraiment terminer, là, maintenant. Oui. Donc, il s'agit d'être suffisamment bon, dans référence à Winnicott, mais pas totalement bon. Ce qui veut dire que la résistance à mener ne consiste pas uniquement dans le fait de dénoncer des politiques économiques qui nous asphyxient, de lutter syndicalement, et pourtant je le dis ça en étant moi-même présidente d'un syndicat de psychiatres résistants, mais il s'agit aussi de s'efforcer dans le quotidien de notre travail à introduire une réflexion à la fois clinique et institutionnelle sur nos pratiques et nos organisations, et de former aussi les plus jeunes des professionnels qui arrivent sur le terrain. Et on a chacun une responsabilité individuelle à tous les niveaux que je viens de citer. Et pour
cela, le soin est profondément politique. Voilà, je vous remercie. Merci. Merci, Delphine. Et excusez-moi de vous avoir un peu, comment dire, brusqué, brutalisé. Non, non, ça ne va pas C'est jusque-là. toujours rôle Ne vous ingrat, inquiétez mais pas. de toute façon, alors ça a suscité d'ailleurs des commentaires dans la colonne de droite auxquels je vous renvoie pour que vous puissiez réagir tout à l'heure. Alors maintenant, c'est donc au tour de Stéphane. À vous, Oui, Stéphane. bonjour. Oui, Pour, merci. pour, Euh, pour un temps Oui, non, je limité, vais si faire court. Je possible. vais faire court. Elle m'a expliqué, Marie-Jo, qu'il ne fallait pas que je sois long, donc j'ai fait court. C'est un livre qui m'a beaucoup intéressé. Il m'a beaucoup intéressé parce que je l'ai lu comme un livre d'exploration, enfin, un manuel concret à travers tous ces récits d'une éthique, de la relation à l'autre, de ce que c'est qu'être avec l'autre, c'est comment tenir compte de l'autre. Et derrière le soin, ce que je sens moi, enfin ce que je comprends, c'est qu'on est fondamentalement sur les questions éthiques et de la relation à l'autre. Le soin, au-delà du soin et des techniques de soin et de la pratique de soin, on a fondamentalement la question de ce que c'est qu'être avec l'autre, comment considérer l'autre, et quel que soit l'acte de soin ou la technique de soin, il peut être bon, il peut sauver l'autre, mais il peut être inhumain, puisqu'on n'a pas une manière de tenir compte de l'autre. Donc, on revient à des questions essentielles de Lévinas sur la question de la responsabilité vis-à-vis de l'autre. Moi, j'ai beaucoup lu ça comme ça m'a fait beaucoup penser à Lévinas, et aussi beaucoup penser à des choses que raconte Jean Houry sur la manière d'être avec l'autre, les modalités. Ce qui apparaît beaucoup, c'est la modalité d'être avec l'autre et la notion de travail invisible. C'est de ça que je vais parler, et ça va reprendre un peu des choses de Delphine. À partir de propos de Jean Houry, comment il présente cette question du travail invisible, et de Marx aussi en rapide. Et aussi un peu, vous verrez que dedans, il y a aussi, on reconnaît aussi les propos de Marie-Jo, quelque part. Tu en parles beaucoup aussi de cette façon-là. Il y a longtemps, raconte Jean Houry, on avait envoyé aux autorités de la santé des quantités on entend, de rapports, des centaines de pages pour bien expliquer ce qu'on faisait. Et au bout de plusieurs années, on a reçu une lettre très longue pour démontrer que la Borde n'était pas une clinique, qu'elle ne relevait pas de l'annexe 23. Ce n'était pas une clinique parce que les gens viennent là pour s'amuser. La preuve, il y a même des chevaux. Alors, le travail du soin, comme le souligne Marie-Jo, échappe aux évaluations normatives et managériales. Le soin est un travail invisible, modeste, sans valeur, car, quelque chose que tu dis, par la complexité de sa structure, il ne s'inscrit pas dans le modèle capitaliste du travail productif qui appartient à l'économie restreinte. C'est-à-dire que les concepts et les catégories de l'économie restreinte ne sont pas applicables au domaine du soin. Ainsi, comment définir les critères de production dans une relation psychothérapeutique ou dans le travail du soin en général? Houry. Et la façon, c'est les modalités qui comptent. Et la façon de dire bonjour à quelqu'un, ça peut préparer l'avenir ou déclencher la mort, ça dépend. Ça vaut combien, ça? Je continue. Les pratiques du soin sont un travail, mais alors quel travail? Comment définir le champ spécifique du soin, expliciter la structure complexe du soin? C'est des questions que se pose Jean Houry en s'appuyant, entre autres, sur les réflexions d'un universitaire du Danemark, Niels Egebæk, sur la notion de travail chez Marx. Alors, que dit-il? L'idée centrale. La force de travail ne peut vraiment se manifester que si déjà il y a autre chose, s'il y a un travail vivant, mais qui n'est pas estimable, dont on ne peut pas déterminer la valeur marchande. Dans ce domaine du soin, qui n'est pas pris dans le processus de production, il y a du travail vivant, inestimable, qui se situe dans l'économie générale, laquelle, pour Egebæk, est une synthèse de la sémiotique, du matérialisme dialectique et de la psychanalyse.
Il s'appuie d'ailleurs sur des textes de Lacan pour essayer d'articuler le pulsionnel et les concepts de sujet dans ce champ du travail vivant. Alors, comment décrire cette structure complexe du soin qu'évoque Marie-Jo, ce travail vivant qui ne relève pas des catégories de l'économie restreinte, mais de l'éthique. Le soin se joue dans les rapports éthiques. Sans signification tirée de l'éthique, les soins sont des actes techniques déshumanisés. Quelles sont les conditions de travail du soignant et les conditions du travail de soin pour être en relation avec l'autre et non dans la technicité? Comment, dans le soin, tenir compte de l'autre d'une façon singulière, être là avec l'autre? Il semble, dit Jean Oury, que ce qui est efficace vis-à-vis des schizophrènes, des psychotiques, des autistes, des personnes en grande misère, en grande vulnérabilité, ce sont ces sortes de signes pour qu'il y ait une espèce de résonance, des harmonies, des accords, mais sans y penser. Pour cela, dans ce travail du soin, il faut être dans une créativité non programmée, c'est-à-dire qui arrive comme ça, par hasard, à condition d'être là, où ça se passe avec l'autre, et d'avoir la capacité de reconnaître qu'il y a quelque chose qui arrive. Et pour avoir de la créativité là où il y a quelque chose qui se passe avec l'autre, et qui n'est pas forcément visible, il faut qu'on puisse, dans son travail, faire son chemin d'une façon singulière. On travaille en effet avec sa propre singularité dans la relation à l'autre. C'est-à-dire que chacun doit se fabriquer, quand il travaille, une métapsychologie personnelle, une sorte de boîte à outils pour essayer de repérer un peu ce qui se passe, s'il se passe quelque chose dans la relation à l'autre. Il faut donc être vigilant à l'autre. Marie-Jo dit se tenir en alerte, car c'est très difficile d'être là où quelque chose se passe. Souvent, il ne se passe pas grand-chose. Mais est-ce vrai? Ce qui se passe, ce sont des subtilités. Pour illustrer, un groupe d'infirmiers portugais qui avait fait un stage en Suisse, dans une clinique du Valais. L'un d'eux racontait cette histoire. Chaque jour, il passait devant une femme immobile, adossée au mur. Aucune conversation, aucune réponse. C'était une catatonique. Alors, à chaque fois, il laisse tomber devant elle une allumette. Aucune réaction. Mais au bout de 8 jours, elle lui a fait des signes. Et 1 mois plus tard, ils ont pu aller à la kermesse du village pour danser. La catatonique et l'infirmier en question. Alors, est-ce que c'est dans le programme thérapeutique de faire tomber une allumette devant chaque catatonique? Pourquoi a-t-il pensé à faire tomber une allumette? C'est un geste inventif. Où va se loger l'inventivité? À quel niveau? Au niveau de la quiétude et de la sérénité du soignant. C'est un niveau où on ne calcule pas. Oury, qu'est-ce qu'il faut que je fasse quand le schizophrène va passer? Est-ce qu'il faut que je lui sourie ou... Non, on verra bien. Il ne faut pas y penser. Il faut être dans une disposition particulière à l'autre. Et qu'est-ce qui se passe? Rien du tout, justement. Il ne se passe rien. Ce ne sont pas des choses qui se voient. Oury, qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui? J'ai souri à des types qui passaient. Le travail du soignant est invisible. Voilà. J'ai tenu les temps. Je dis ça pour Frédéric et les suivants d'ailleurs. Bon, j'attire quand même votre attention. Il y a beaucoup de remerciements dans les messages pour la clarté des exposés et ainsi de suite. Et il y a quelques questions ou thèmes qui sont à aborder. L'invisible et Oury, dont vient de parler l'intervenant. Tout doit être sous contrôle, dit un autre. Enseigner l'écoute empathique. C'est une recommandation d'un troisième. Le problème de la bienveillance, qui peut se retourner et qui peut... Et puis la question, le soin est-il rentable? La personne en question semble penser que le soin n'est pas si peu rentable que ça.
Vous trouverez ça dans la rubrique QR. C'est la seule question qui soit là-dedans. Donc, préparez si vous souhaitez aborder l'une ou l'autre de ces questions. Ce sera pour tout à l'heure. Alors, Frédéric, à toi. Ouais, alors merci Louis. D'abord, j'ai pas pu m'empêcher de voir derrière Marie-Josée le livre La case de l'oncle Tom, si j'ai une bonne vue, dont elle fait des très belles pages dans son livre, voilà, notamment avec effectivement cet esclave noir avec la main sur l'épaule d'une écolière et qui lisent ensemble. C'est ça, Marie-Josée, hein, je me suis pas trompé, c'est bien ça. Il y a, hein, derrière, il y a bien la case de l'oncle Tom. Ouais, c'est ça. Parce que, là et dans son alors, livre, comme tu dis. Et je dis ça parce que elle disait au début, comme pour s'excuser, que ça ne, comment dire, son livre ne correspond pas aux sont ceux de l'univers dans lequel elle évolue, c'est-à-dire biomédical, statistique, etc. Mais que pour un sociologue, c'est un plaisir. Voilà. Lire des trajectoires de vie, voir des vignettes de vie, et plus généralement d'avoir un discours, je dirais, sociologique avec de la chair sociologique et pas, comme on en lit beaucoup souvent, des livres décharnés, sans personne concrète. Je trouve que c'est un vrai, en tout cas pour le sociologue, c'est un vrai plaisir. Bien. Alors, vous savez, moi, j'ai tendance à pas être consensuel, donc je vais sûrement gérer des réactions. C'est ma fonction. Parfois difficile à assumer, mais c'est ma fonction. Bon, moi j'ai lu quand même cet ouvrage parce que je lis en fait des ouvrages en parallèle et donc je lisais l'ouvrage de Marie-Josée et je relisais récemment les écrits de Régis Debray. Et Régis Debray distingue, et je pense qu'on est au cœur du livre de Marie-Josée là-dedans, le monde de la circulation d'un côté, qui est en plein essor, et le monde de la transmission, voilà, qui elle décline. Et il me semble qu'on est là au cœur de Marie-Josée, parce que finalement la circulation, c'est la circulation de la technique, de ce que Debray appelle la vidéosphère, ce que Roland appellerait l'infobésité, c'est-à-dire effectivement une circulation accélérée des marchandises, voilà, qui se ferait aux dépens, je dirais, de la transmission et du temps long et de la patience que demande la transmission, et idéalement la transmission du maître à l'élève, avec un rapport d'autorité, de hiérarchie parfois, avec un savoir qui circule d'une personne vers une autre. Et cette transmission ne peut... Qu'est-ce qui se transmet finalement par rapport à la circulation qui est technique? C'est, alors, on est en plein cœur du soin. C'est-à-dire, c'est des sensibilités, c'est des savoir-faire, c'est du sens pratique. C'est en quelque sorte de l'habitus qui se transmet. Voilà. Et c'est ça, me semble-t-il, que j'ai vu d'abord dans le livre de Marie-Josée, c'est effectivement une éloge, ou un éloge, je ne sais plus, de la transmission et de la crise de la transmission par rapport à l'hyperbole et l'hypertrophie de la circulation marchande capitaliste. Voilà. Et je crois que... Et ça m'a fait penser à et notamment le passage sur les risques psychosociaux au bouquin de Pascal Chabot, que vous avez peut-être lu, qui s'appelle Global Burnout. Et il distingue deux types de progrès.
le progrès utile et le progrès subtil. Et pour moi, le progrès utile, c'est celui du capitalisme. C'est le progrès de la cumulativité, de l'objectivité, de l'accélération, de la croissance exponentielle des connaissances, etc. Et finalement, c'est ça, en fait, c'est l'idée de progrès qui a été accaparée par cette idée de progrès utile. Et à cette idée de progrès utile, il oppose le progrès subtil. Et là, je me permets de le citer parce que je trouve que ça résume très bien le propos de Marie-Josée. À côté de l'utile, il y a le subtil. Comment le définir? Il est aussi un progrès. Et non pas. Donc, il dit il est aussi un progrès. Ce n'est pas quelque chose d'inutile. C'est un progrès d'une autre nature que le progrès utile. Bon. Il marque aussi une avancée, mais sa caractéristique est de transformer profondément l'individu. Le progrès intérieur, ses impacts sur l'individu sont indélébiles. Il marque une personnalité, il affine un caractère, il métamorphose un être. Rien n'indique mieux où se cache ce progrès, souvent oublié par notre civilisation, qu'une tentative de réponse à la question « Y a-t-il un progrès en art ?» Et je trouve que cette opposition entre un progrès, entre circulation d'un côté et transmission de l'autre, progrès utile de l'autre, progrès utile d'un côté et progrès subtil de l'autre, et pour moi, c'est la tension majeure qui traverse le passionnant livre de Marie-Josée. Voilà. Et donc, c'est l'hypertrophie de l'utile et de la circulation aux dépens de la transmission et du subtil. Voilà le cœur du problème. Alors, j'en viens à des choses plus politiques. Donc, j'en viens à une chose plus politique, c'est que finalement, j'ai vu que Marie-Josée avait de la compassion pour Martine Aubry et sa société du Caire. En tout cas, des pages, je dirais, sympas. Enfin, en tout cas, voilà, comme si finalement le fait d'investir politiquement la notion de Caire était un courageux effort pour, en quelque sorte, réhabiliter quelque chose qui est en train de disparaître sous la rationalité, pour parler comme mon ami Roland, technico-formelle. Bon, je suis un peu gêné avec ça, en fait, et avec l'idée que avec le soin, ça va permettre de soigner les pathologies de la démocratie. C'est-à-dire le soin comme antidote des pathologies de la démocratie. D'abord parce que j'ai une vision beaucoup plus réelle politique de la démocratie. Pour moi, la démocratie, c'est la confrontation inéluctable et indépassable des intérêts sociaux dans une société différenciée. Donc, toutes ces notions, bienveillance, soin, je ne sais pas, empathie, etc., me semblent être, comment dire, des armes factices face à un capitalisme néolibéral radicalisé, quoi. C'est-à-dire que, et qui est facilement, d'ailleurs, vous discutez avec des hauts fonctionnaires, qui est facilement balayé d'un revers de main en disant ouais, tout ça, c'est de l'humanisme, c'est de l'émotionnel. Bon, voilà quoi, c'est pas du dur, c'est pas du matériel, quoi. C'est pas de la technique, c'est pas du transhumanisme, c'est pas tout ça, etc. Donc, je dirais le destin funeste de la notion de société du Caire, il est d'abord lié au fait qu'il n'est pas à la hauteur des forces sociales et de la gigantomachie qui anime le capitalisme néolibéral. Voilà. On ne réformera pas le capitalisme néolibéral avec des notions certes sympathiques,
mais qui, globalement, n'ont pas la dureté qu'il y a en face. Bon, c'est ça. Je pose une question quand même. C'est d'ailleurs assez étonnant d'un point de vue du sociologue que cette notion de société du care ou d'empathie, je vois bien Sandra Logi, est la plus valorisée politiquement par des groupes sociaux que je résumerai sous le terme de bobos, d'accord, qui sont les plus disposés à transférer le care à des nouvelles formes de néo-domesticité. C'est-à-dire la nounou noire qui s'occupe des enfants. Voilà. Et donc je trouve qu'il y a là une forme d'hypocrisie, c'est-à-dire on survalorise le care, mais quand même on paye avec l'argent du contribuable, avec le CESU, la femme de ménage ou la femme qui fait le repassage. Voilà. Et je trouve que là, il y a une forme d'hypocrisie, je dirais, sociologique. On dirait que moins on pratique le care, ou en tout cas plus on le sous-traite à un marché, celui de la néo-domesticité, et plus finalement on en parle en fait. Voilà. Et ça me gêne intimement. Et je finis dernier, parce que je sais que Louis va s'énerver, c'est quand même l'idée qu'on pourrait retourner la thèse de Marie-Josée. C'est-à-dire que, en fait, tous les critiques depuis le 19e siècle, justement, valorisent le care contre l'État-providence, contre l'esprit de Philadelphie. Et tu as des pages, Marie-Josée, où effectivement tu célèbres 45, l'esprit de Philadelphie, etc. Bon, mais quand même, quand Émile Olivier parle d'État-providence, quand Reagan parle d'État-nounou, qu'est-ce qu'ils visent, ces gens-là? Ils visent en fait une sécurité sociale qui bureaucratiserait finalement les relations d'aide et de prestations et réclament le retour à des formes d'assistance, c'est-à-dire de face à face, sans garde-fou juridique. Et donc, elle a toujours été au fond des pratiques d'assistance, c'est-à-dire on va sauver, alors soit la charité, soit sa forme laïque, l'assistance, mais par une relation interpersonnelle, on va en quelque sorte sauver l'âme de celui qui est aidé. Voilà. Et donc il peut y avoir un retournement avec cette notion de care contre justement ce à quoi nous tenons tous, Roland, Marie-Josée et tous, c'est-à-dire un retournement contre, je dirais, le Conseil de la Résistance et son héritage. Voilà. Et puis, par ailleurs, et c'est ma dernière question, y a-t-il eu un âge d'or du care? Récemment, je relisais Le Monde d'hier de Stefan Zweig. Le care dans l'enfance de Stefan Zweig, on le cherche. Lui, il l'a cherché en étant un Européen convaincu, mais quand il raconte le bagne qu'était l'école, quand il racontait le formalisme de ce qu'était la famille bourgeoise du 19e siècle, je dirais, le care, on le cherche. Donc, je me demande si quelque part, cette notion, est-ce qu'il y a eu un âge d'or du care qu'on aurait perdu? Voilà. Et enfin, j'aimerais dire qu'il faut déféminiser le care. Voilà. C'est-à-dire que dans les tranchées, il y avait du care entre les soldats. Voilà. Et que ce n'est pas une qualité féminine. Quoi. Voilà. Voilà, j'en finis là. J'aurais plein d'autres choses à dire. Hein, mais bon, voilà. Ouais. Merci Frédéric d'avoir tenu raisonnablement le temps de parole, comme tous les autres d'ailleurs. Hein. Comme le temps passe là, hein, et qu'on n'aura pas le temps de reprendre toutes les questions, j'attire votre attention que dans la rubrique Q&R, la question-réponse, vous pouvez parfaitement répondre par écrit à des questions qui sont posées. Hein. Donc, en écoutant Roland Gori, n'oubliez pas de consulter les différentes questions et de voir ce qui peut être intéressant. À ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est rajouter oui, pourquoi ne pas mettre l'empathie au cœur du soin? Mais ça, Frédéric
S'il répond à ça, ça va. Enfin, ça va. Ça va continuer son intervention. Il y a une question plus pratique, hein. Une des participantes signale que le livre est épuisé à la FNAC. Il est malheureusement en cours de réimpression. Donc, il sera à nouveau disponible début septembre, hein. Ça montre d'ailleurs que ce livre a beaucoup intéressé et continue à intéresser. Alors, Roland, dernier intervenant. Il nous reste une demi-heure, hein. Donc, si on veut garder 5 minutes ou 10 minutes quand même, pour Marie-Josée et 10 minutes pour le débat, il faudrait essayer d'être dans 10 minutes, quoi, comme c'était prévu au départ. Allez, à toi, Roland. Bien, bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Merci, Louis, de me donner la parole et de me permettre de retrouver tous ces amis si proches. Bon, je suis, moi, assez mal placé pour parler du travail de Marie-Josée, parce que, bien sûr, je suis trop proche, dans plusieurs sens d'ailleurs, de la proximité, puisqu'effectivement, nous nous sommes connus en 90, au moment où, après un parcours, je dirais, traditionnel de médecine, de biologie humaine, de neurosciences, elle a eu cette idée très bizarre de venir vers la psychopathologie et elle a eu le malheur ou le bonheur de me rencontrer. Bref, donc je suis un peu gêné parce que le nombre de choses qu'elle a pu dire, avancer, je les partage. Donc, oui, ce qui est quand même étonnant pour moi, c'est que quand je l'ai connue, elle y a insisté ce soir, elle a bien précisé que pour des événements douloureux familiaux, en faisant médecine, elle avait évité le thérapeutique, elle avait évité le soin, puisque son orientation était du côté de la biologie humaine, de la recherche, des neurosciences, donc de la technique, les explorations respiratoires, etc., la physiologie. Et je ne dirais pas à la fin de son parcours, parce qu'elle n'est pas à la fin de son parcours, mais je dirais qu'au bout, en tout cas, d'un temps de parcours, c'est le soin qu'elle retrouve. Donc, d'une certaine manière, sans faire d'interprétation, elle me propose, et elle nous propose aussi le partage de retrouver quelque chose qui a été invisibilisé ou qui a été exclu. Et ce faisant, et là ça rejoint une question posée par Fred, ce faisant, ce partage d'une expérience personnelle, il a un effet collectif. Et que jamais autant qu'aujourd'hui, même s'il n'y a pas, je suis d'accord, d'un jeu d'or du soin, jamais autant qu'aujourd'hui, le soin n'a été méprisé, rendu invisible, non comptabilisé, donc effectivement sans valeur, n'est-ce pas? Et ce qui est assez étonnant également, c'est qu'on voit les médecins, on a entendu notamment Delphine, on voit les médecins réclamer le soin, alors que quand j'ai travaillé des années en psychiatrie à l'hôpital, à plein temps, le soin, c'était plutôt les infirmiers, le personnel non médical et les médecins marqués, je dirais, une différenciation avec les soignants. Donc, ça me paraît très intéressant, je ne sais pas si c'est clair ce que je vous raconte, mais en gros, de voir comment, et je dirais un trajet singulier, peut à un moment donné produire un effet d'interprétation d'une situation sociale ou collective. Alors, ensuite, pour ne pas être trop long et pour ne pas me faire rappeler trop vite à l'ordre par mon ami Louis, n'est-ce pas, il y a quelque chose dans le titre. Pourquoi une catastrophe humaine? Pourquoi une catastrophe humaine? Puisque d'une certaine manière, la position éthique, comme la construction des habitus, qui se produisent aujourd'hui dans la prise en charge des patients, est la part émergée d'une catastrophe anthropologique qui est la manière dont effectivement l'humain traite non seulement le vivant, non seulement les patients, non seulement les sujets que nous sommes, mais la nature. Et pourquoi est-ce qu'il traiterait d'ailleurs différemment la nature qu'il ne se traite lui-même ou qu'il ne traite les autres? Donc on est effectivement face à une espèce d'habitus productiviste qui fait l'éloge de la force, de la compétition et qui renvoie au canon des Grecs tout ce qui est du côté
de la vulnérabilité, tout ce qui est du côté, encore une fois, de ce qui fait quand même l'amour, l'amitié, l'art. Et là aussi, on pourrait reprendre, bien sûr, cette question. Ce qui me paraît important, c'est que Louis, tu as fait un lapsus. Tu as parlé d'humanitaire. Tu n'as pas parlé d'humanisme à un moment donné. Et je pense que ce lapsus, il dit absolument tout ce qui, ce soir, pourrait faire l'objet d'un débat. On pourrait le commencer comme ça. Est-ce qu'on est du côté d'une notion morale, avec le soin, le care, ou est-ce qu'on est dans quelque chose qui pourrait s'apparenter, en tout cas, à des questionnements épistémologiques, à des questionnements praxéologiques, voire à des questionnements politiques. Je crois que c'est un point important parce que rien ne dit dans ce que nous apporte Marie-Josée qu'on soit du côté de la charité qui renverrait la généalogie effectivement du soin, puisque, comme vous le savez, dans l'histoire de l'hôpital, et je dirais que l'hôpital a mis un certain temps avant d'accueillir le iatrique, le médical, puisqu'il était sous protection, je dirais, communautaire religieuse. C'était du soin spirituel. On le retrouve dans l'histoire de la médecine, l'histoire des pratiques médicales, à plusieurs niveaux. Donc, Jaurès disait, les hommes n'ont pas besoin de charité, ils ont besoin de justice. Et donc, on retrouve là la question par laquelle Marie-Josée introduit, à mon avis, le débat et par laquelle Fred le relance à sa manière du point de vue du sociologue, et ça me paraît d'ailleurs tout à fait pertinent, mais on pourra y revenir. Sauf que c'est peut-être là, et ça répond, mais je ne veux pas répondre pour elle, à la question aussi de Louis, c'est peut-être la différence entre son bouquin et, je dirais, la rhétorique de propagande autour du CAIR qui peut être repris de différentes manières. Et ça, c'est évident. Donc, en gros, Marie-Josée Del Volgo n'est pas Martine Aubry, c'est clair, net et précis. Et effectivement, ce n'est pas non plus le même paradigme, si j'ose dire, que nous explorons. Alors, après, elle évoque le soin dans tous les métiers. Et là, moi, j'aimerais bien, effectivement, puisque l'appel des appels, nous sommes là plusieurs, Stéphane, Fred, bon, Marie-Josée et Delphine, je dirais, et Louis aussi d'ailleurs, à soutenir ce mouvement de l'appel des appels. Et là, j'aimerais qu'elle précise peut-être ce qu'elle entend par le soin dans tous les métiers, parce que je me sens en accord, mais je suis peut-être en manque de définition de cette notion. Ensuite, sur la dette sociale. La dette sociale, moi j'en ai souvent parlé dans le dernier bouquin et dans d'autres articles et autres, la dette sociale, c'est un apport majeur qu'on a aussi beaucoup oublié du côté des solidaristes. Et il faut bien voir, encore une fois, on peut critiquer les solidaristes de par leur engagement politique, etc. Mais le problème, il n'est pas là. Le problème, c'est qu'en gros, émerge à la fin du XIXe siècle, au début du XXe, un courant solidariste qui vient faire opposition aux thèses du darwinisme social de Spencer. Et pourquoi c'est important? Parce que Spencer, c'est finalement le prototype, l'originaire de ce que va devenir ce qu'on appelle le néolibéralisme ou le capitalisme néolibéral, pour parler comme Fred. Donc je crois que c'est un point très important. Aujourd'hui, nous nous trouvons à nouveau face à la résurgence d'un conflit qui est à la fois épistémologique et politique, c'est-à-dire est-ce qu'on fait de l'humain, en quelque sorte, le produit d'une sélection naturelle qui fait l'éloge de la force et de la compétition, ou est-ce qu'on fait l'humain du côté de ce que Bourgeois appelle la dette sociale, ou le quasi-contrat, un peu en opposition à Rousseau, parce qu'il pose du quasi-contrat, c'est-à-dire effectivement de ce qui nous rassemble par ce qui nous manque et non pas par ce qui nous épaule, par ce qui nous oppose. Et je crois que c'est un point important que ce soit autour du manque que ça se joue. Alors, du coup, ça me permet rapidement de aussi rebondir sur ce qu'a dit Fred, parce que effectivement, il y a une grande question, moi je l'avais à un moment donné d'ailleurs aussi abordée, cette grande question, c'est est-ce qu'il y a un rapport, j'avais fait un papier dans l'IP là-dessus, est-ce qu'il y a un rapport entre, je dirais, le soin et la démocratie? Et là, c'est vrai que c'est un problème majeur qui peut-être justement différencie une approche sociologique
d'une approche, je dirais, nourrie de la psychanalyse, puisque Winnicott, lui, ce qu'il nous dit, c'est relativement simple. Winnicott, il nous dit, la démocratie, ce n'est rien d'autre que l'extension du holding familial, c'est-à-dire de répondre aux besoins par l'identification primaire, aux besoins, je dirais, de l'enfant, c'est-à-dire l'enfant, chacun d'entre nous, c'est de la vulnérabilité. Et là, il y a une question, je ne vais pas, là, je n'ai pas le temps, et de toute façon, il faut absolument qu'on avance un peu, mais je crois que c'est très important, et je crois que ça vient aussi marquer qu'il ne s'agit pas, en tout cas, pour Marie-Josée, je pense, pour nous, pour moi aussi, de partir du côté d'une notion morale. Ce n'est pas le problème. Le problème, il est, parce qu'effectivement, je sais combien Fred y est sensible, et je partage avec lui ce combat, c'est-à-dire que la notion morale émerge de par, à un moment donné, la panne du politique, de par l'infirmité du politique. Et à ce moment-là, on va du côté de l'indignation, faute de pouvoir trouver les concepts politiques avec lesquels on découperait autrement le réel. Mais je crois que, justement, ça n'est pas là. Alors, très vite, puisque je ne veux pas abuser, je l'ai dit, moi, j'ai beaucoup aimé l'histoire du tableau de l'Oedipe noir, là, l'invisibilité de la nourrice et autres, ça m'a passionné. J'ai aussi beaucoup aimé l'histoire de l'île Nauru, elle me l'a appris, j'ignorais complètement cette histoire que je trouve absolument fantastique. Et donc, peut-être que je ne vais pas me répéter, mais effectivement, la question de savoir comment prendre soin peut devenir un mot d'ordre politique, puisque c'est ce qu'elle annonce, page 102, et c'est ce qui a été repris par nos amis sociologues, que ce soit Louis d'ailleurs, ou Fred. Donc, je crois que c'est un point extrêmement important. Alors, après, il y a des choses plus simples, et puis je vais m'arrêter à rester là. Il y a un truc que je trouvais assez amusant, Marie-Josée, page 145, et tu parles de la profession médicale en parlant du corporatisme de cette profession. Et on a l'impression que ce n'est pas la tienne. Et alors, c'est étonnant parce que quelques lignes plus loin, tu donnes une réponse, page 146, où à ce moment-là, tu t'inclus, si j'ose dire, dans la profession médicale. Et je crois que c'est un point qui n'est pas qu'un point de détail, qui peut-être, c'est une interprétation sauvage et publique, qui peut-être là dit quelque chose de ta position par rapport à la médecine. Bon, alors après, ça a été aussi, tu l'as aussi annoncé d'entrée de jeu, c'est vrai que c'est quand même notre combat à l'appel des appels, Stéphane le sait bien, et puis plus largement dans tout ce qui est psy, Delphine l'a aussi évoqué, c'est incontestablement, je dirais, la manière dont nous sommes aujourd'hui. Alors je sais que Fred et moi, on n'est pas tout à fait d'accord sur Foucault, même si on partage énormément de choses en commun, mais Foucault nous a bien montré que la forme des savoirs était isomorphe à la forme des pouvoirs, à la logique du pouvoir. Et incontestablement, ce n'est pas par hasard aujourd'hui que la valeur est affectée au non-narratif, parce que le narratif, ça cause, ça parle. Ça fait, et si ça parle, alors il y a un risque de démocratie. Je crois que c'est un point qui est aussi important. Sur l'aveuglement, moi j'ai entendu notre ami Patrick Zilberman dire, Frédéric s'en souvient aussi, dire qu'aujourd'hui ce n'est pas la peste, mais c'est l'aveuglement. Moi j'adore Camus, quant à l'histoire que l'aveuglement alors toucherait que les hommes, et finalement les femmes en seraient préservées, si on prend l'histoire du roman, je suis un petit peu aussi un peu heurté par cette manière de genrer, si j'ose dire, la vérité, et je vois poindre le moment où à l'horizon, on demandera qu'à l'intérieur des romans, n'est-ce pas, il y a un nombre de femmes équivalent au nombre de personnages masculins, faute de quoi les éditeurs seraient tentés de refuser l'ouvrage. On y est presque dans ce type de conneries, bien sûr, vous l'avez compris. Donc, ça me paraît extrêmement important, encore une fois, peut-être de reprendre alors cette question autour du féminin qui n'est pas un apanage ni un privilège de la femme. Tout Freud le met en évidence, tout Winnicott également le met en évidence, et toute autre pratique en atteste. Ça m'apparaît une évidence. Moi, j'ai beaucoup aimé aussi, je finis. Je vais te gronder là si tu oui. continues encore. Non, je dis simplement par rapport à ce que a dit Stéphane, moi j'ai beaucoup aimé
cette histoire justement de jeu et de chevaux, puisqu'effectivement, les gestionnaires, quand ils vont dans une clinique, ce qu'ils veulent voir, c'est des moutons et pas des chevaux. Bien, merci. Alors écoutez, là, on a dit 8 heures, c'est l'extrême limite. Je note avec une bonne surprise, là, et je m'en réjouis qu'il y a encore presque autant de participants qu'au début. Mais comme il nous faut arrêter et que vous avez pu voir les questions, enfin, ou les commentaires des participants, il n'y a pas de questions, hein, c'est des considérations qui mettent l'accent sur tel et tel point que l'un ou l'autre d'entre vous a évoqué. Il y a beaucoup de félicitations d'ailleurs à l'adresse des intervenants. Alors je propose que si on veut vraiment être sorti de cette affaire à 8 heures et que Marie-Josée ne soit pas trop brimée dans son intervention conclusive, qu'on en reste là. Hein, c'est-à-dire qu'on laisse les 10 dernières minutes à Marie-Josée et on va faire en sorte que tous les commentaires, tout ça, figurent. Alors, je ne sais pas trop comment ça se fait sur le plan technique, mais on y arrivera. Je les ai pris en copie d'ailleurs, que tous ces commentaires figurent sur le film YouTube et de toute façon, je vais les envoyer, nous allons les envoyer à l'ensemble des panélistes. S'il y a accord là-dessus, d'ailleurs, Marie-Josée, pour l'épreuve finale. Oui, je ne sais pas si Ils sont quelqu'un veut vraiment. Ils sont tous d'accord, je vois. Bon, tout le monde est d'accord, désolé. Oui, alors je vous remercie déjà pour tous ces commentaires qui sont extrêmement riches. Je vois d'ailleurs les commentaires sur le panneau de droite qui en manifestent la richesse. Alors oui, je vais essayer quand même de répondre à toutes les questions qui sont posées. Peut-être la question en premier, puisque Delphine a parlé que j'en appelais beaucoup à la bienveillance. Bon. Et ça me permet aussi de répondre en même temps à Pierru sur la question de la morale, du care, qui est une éthique et effectivement une manière, enfin c'est une philosophie, le care. Hein. Moi, je ne suis pas philosophe. Le care, c'est une manière de définir le devoir moral. Et or, bon, on l'a dit, mais moi, je ne suis pas du tout là-dedans. La bienveillance, j'ai cherché, ça m'a beaucoup intriguée parce que ce n'est pas un mot qui fait partie de mon vocabulaire. Et il y a 3 occurrences dans mon livre sur la bienveillance, sur le mot bienveillant. Je n'en ai pas trouvé plus. Donc, c'est vraiment dehors. Et je donnerai le petit exemple, par exemple, quand cet étudiant me dit « la famille, ça gangrène » dans un échange, vous avez dû le dire, je ne lui dis pas « c'est pas bien » ou quoi que ce soit, justement. Je lui fais prendre conscience, je lui dis oui, on peut tout dire, etc. Et je pourrais donner d'autres exemples. Donc, pour moi, la question du care ou de la bienveillance, ce n'est pas trop mon souci. J'ai fait référence, bien sûr. On peut parler du soin sans parler du care. C'est vraiment pas possible, quoi. Mais après Martine Aubry, je n'ai pas de sympathie particulière pour Martine Aubry, mais ce qui m'a intéressée, alors je le dis ailleurs dans un article d'ailleurs, quand Martine Aubry a parlé du CARE, de la société du CARE, bon, je ne suis pas du tout pour une société du CARE, je vous rassure, c'est les ricanements auxquels elle a eu droit, comme si elle avait parlé. Et au même moment, Dominique Strauss-Kahn se comportait comme on l'a vu et plein de gens ont essayé de le défendre, etc. Donc, je ne suis ni contre Strauss-Kahn, ni contre Martine Aubry, ni pour, mais je trouvais qu'il y avait une position un peu démesurée dans tous les cas. Donc, voilà, Martine Aubry ne m'intéresse pas plus. La morale, ce n'est pas mon champ du tout. Bon, alors, Stéphane a parlé de présence, de se tenir en alerte, effectivement. Bon, c'est de ça dont il s'agit pour moi, plus que de manifester une bienveillance ou de demander
aux étudiants dans ce travail de transmission dont a parlé Frédéric, à laquelle je suis sensible sur ce point. Eh bien oui, dans la transmission, c'est se tenir plutôt en alerte plutôt que de manifester une quelconque bienveillance. Alors l'empathie, on l'a travaillé avec Roland dans un texte. Moi, c'est vrai que je n'ai pas trop récupéré ce concept avec lequel je ne suis pas tout à fait à l'aise, effectivement, toujours parce que c'est effectivement plus entendu du côté de la bienveillance, voilà, qu'il faut être en gros, voilà, enfin, être à l'écoute, être tout ce truc-là un peu facile, quoi, mais qui est très difficile dans les faits, donc ça ne sert à rien de dire ce genre de choses. D'ailleurs, les étudiants en médecine, quand on leur dit dans les cours d'éthique, il faut écouter, ils ne comprennent pas, hein, parce que pour eux, oui, bien sûr, il faut écouter, et puis on s'aperçoit quelques années après qu'ils ne sont pas dans l'écoute parce que la technicité est venue prendre le dessus, etc. Donc moi, c'est tout ça qui m'a alertée et qui a fait que, bon, je me suis dit, ben oui, le soin est menacé. Alors, ensuite, donc, pour regarder, être dans les temps, donc voilà, pas de société du soin. Alors la démocratie, bon, je ne suis pas une politiste, je ne suis pas du tout, mais il me semble que quand même cette question du prendre soin touche effectivement de nombreux métiers au sens du souci de la vulnérabilité. Et donc Roland m'a posé la question, quand un soignant, pas un soignant, pardon, un enseignant a une classe, eh bien il n'a pas le souci des meilleurs, il a le souci aussi de ceux qui sont en difficulté. Hein. Donc les enseignants, la justice, j'ai vu Evelyne Sirmarin qui disait elle parlait de la justice des mineurs, etc. Bien sûr, il faut avoir ce souci de la vulnérabilité des mineurs. Donc, se prendre soin tel que je le conçois et auquel je suis arrivée à en prendre conscience de cette manière-là, eh bien oui, il traverse énormément de domaines et de métiers. Enfin, je ne sais pas si je réponds bien à la question. Ensuite, voilà, je vais assez vite. Ensuite, humanitaire. Et bien, effectivement, l'humanitaire, c'est un peu apporter de l'aide aux autres. Donc, ce serait un petit peu dans le sens de ce que vous critiquez, Delphine et Frédéric. Donc, l'humanitaire, je vais apporter de l'aide un peu comme la colonisation, etc. Je vais apporter mon aide, mon intelligence, mon savoir, etc. Je suis d'accord que humanitaire n'est pas tout à fait approprié. Alors moi, j'ai mis catastrophe humaine pour me démarquer de ce qu'on dit tout le temps, la catastrophe écologique, la catastrophe climatique, etc. Moi, c'est la catastrophe humaine au sens des relations humaines, c'est-à-dire que c'est cette perte des relations humaines, mais qui ne s'apprend pas en disant aux étudiants, comme on l'a fait, comme l'a dit Delphine, justement, on ne va pas leur dire, oui, il faut écouter, il faut être bienveillant, il faut être... Non, ça ne peut pas s'apprendre de cette manière-là. C'est pour ça qu'on travaille effectivement le transfert, le contre-transfert, qu'on fait un travail de groupe, de supervision, etc. Alors, mettre tout le monde en psychothérapie, je ne sais pas, ça me paraît compliqué, mais en tous les cas, ça ne s'apprend pas comme on va apprendre des grilles d'évaluation. Je me souviens de ce garçon qui était passé de mon service des explorations respiratoires à la psychiatrie de liaison. Et il était destiné à faire de la médecine du travail. Alors, je lui dis, son prénom, X, je lui dis, mais comment tu vas faire? Comment vous allez faire? Je ne vois pas les étudiants. Comment vous allez faire? Et il me dit, c'est très simple, j'ai des grilles, j'ai des questionnaires. Et puis voilà, il ne se posait pas plus de questions. Donc, je donne un exemple dans mon livre en réanimation, donc avec ces pauvres internes de psychiatrie qui se débrouillent comme ils peuvent, et on voit donc la catastrophe que ça donne. Ça donne pour le soignant, parce qu'il est en difficulté, il le sait bien que quand il se comporte de cette manière-là, il ne fait pas bien son travail, et puis le patient aussi qui se prend de plein fouet des trucs idiots, où on lui dit, la patiente est en réanimation, depuis 6-8 mois et on la considère comme mélancolique ou dépressive. On se pose la question de savoir si elle est dépressive ou mélancolique. Bon, c'est des absurdités totales. Après. Pas trop longtemps. Je crois que, je ne sais pas si j'ai répondu à tout. Je vous signale, je dis pour tout le monde d'ailleurs, vous pouvez toujours répondre, certains l'ont fait d'ailleurs. Je vois que Frédéric et Roland ont échangé des amabilités même.
Moi, j'arrive Donc, pas à vous écrire en pouvez même temps. Ben, je communiquer dois par bien ces vous biais-là, écouter. c'est efficace. Non, quand je dis amabilité, c'est au sens propre, hein, croyez. Ah, d'accord. Oui, oui, non, non, ils se sont vraiment Oui, remerciés non, l'un l'autre. je crois que j'ai dit, oh, sans doute que j'ai oublié Oui, des choses, hein, d'accord. mais j'ai essayé de répondre Hein, assez. enfin, moi, je trouve ça très bien et mon épouse qui est à côté de moi, cachée, a trouvé ce débat magnifique et comme je lui fais confiance là pour ce genre de choses, je crois vraiment pouvoir vous remercier. De même d'ailleurs que les très nombreux participants qui ont fait part de leurs commentaires. Hein. Donc, encore une fois, vous verrez là, enfin, sauf s'il y a eu un aléa technologique, mais vous verrez tout ce débat sur notre chaîne. Hein. On vous informera d'ailleurs, on a vos adresses électroniques. Je ne parle pas seulement des panélistes, je parle aussi des participants. Et puis, on essaiera d'y joindre justement les commentaires qui disent quand même beaucoup de choses, hein, aussi bien les questions et réponses que les commentaires. Voilà. Alors, il me reste à vous remercier. Alors, je sais qu'elle ne veut pas qu'on dise l'autrice, qui est pourtant la Ah pratique au oui, croquant. Donc, ah oui, j'ai pas répondu sur le dirais, féminisme. je dirais l'auteureux, et puis tous les autres, et, y compris les participants. Et puis, bonne fin de vacances pour ceux qui y sont encore, et puis bonne rentrée pour ceux pour qui c'est très bientôt. Voilà, merci beaucoup et à bientôt. Et ceux Merci qui à n'ont vous. pas lu le Merci à tous. livre, je parle des participants, allez l'acheter. Voilà. Merci. Au Ah ben, revoir. j'avais une image là, mais elle n'est pas en couleur. C'est ça le. Ah ben moi, je l'ai le livre. Je vais vous le montrer. Ah ben, ouais, vous Voilà. avez même, voilà, elle a Ah le ben, livre, ouais, ben, voilà. ah ben. Moi, j'en. Très bien. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir, merci Alors, beaucoup. Catherine, Merci à tous. couper. Au Salut. revoir. Au revoir.